Für d'Introduktioun vun des Table Rond invitieren den Samuel Ruben, hin als Ökonomist an och den Autor vun dem heiten Buch Wohnen tout reste à faire, weil das Table Rond wir fokussieren als hauptsächlich op d'Accessibilitéit vum Logement fir d Mëttelklasse an net op den Logement social. Monsieur Ruben, c'est à vous. Il m'a été demandé de dire quelques mots sur la situation des ménages à l'égard de l'abordabilité du logement et sur la situation du marché immobilier. Alors, je tiens à dire d'emblée, comme ça il n'y aura pas de malentendu, que si vous n'aimez pas les mauvaises nouvelles, si vous n'aimez pas les vérités qui cognent, très franchement, cette présentation n'est pas pour vous parce que le feu que je vais cracher, il sera très bleu, bon ça c'est une question d'habitude, mais aussi et surtout, le tableau que je vais dresser, il sera sombre, très très sombre. Voilà, comme ça au moins, tout le monde est prévenu. Alors, pour apprécier la situation des ménages, il me semble important d'avoir à l'esprit que le Luxembourg est ce qu'il convient d'appeler une démocratie de propriétaires. C'est-à-dire que dans le processus de moyennisation de la société luxembourgeoise qui a eu lieu au cours des années, être propriétaire est devenu un marqueur social important, déterminant du sentiment et d'ailleurs de la réalité d'appartenance à cette chose qui s'appelle la classe moyenne. Ainsi, tout individu au Luxembourg qui estime appartenir à la classe moyenne et qui n'est pas encore propriétaire aspire à le devenir au même titre que ses voisins, ses amis, ses collègues de bureau, etc. etc. parce que il se trouve qu'au Luxembourg, environ 70% des ménages sont propriétaires. 50% des ménages résidents étrangers sont propriétaires et plus de 80% parmi les ménages résidents luxembourgeois. Sauf que ça c'est la situation aujourd'hui, ça c'est le stock. Là où la chose est complexe et compliquée, c'est que pour les ménages résidents qui ne sont pas encore propriétaires, et c'est un pays avec une démographie très dynamique, les nouveaux ménages, c'est-à-dire les immigrés qui arrivent, les expats qui s'installent, les luxembourgeois qui ont été faire des études à l'étranger, qui retournent dans leur pays, mais aussi évidemment les jeunes qui habitent chez leurs parents et qui ont le projet de fonder leur propre foyer, mais pour tous ceux-là qui estiment faire partie de la classe moyenne et qui ne sont pas encore propriétaires, très franchement, je ne vais pas dire que leur probabilité de devenir propriétaire et donc d'intégrer pleinement la démocratie de propriétaire est de zéro, mais leur probabilité dans les conditions actuelles de marché de devenir propriétaire est très franchement plus proche de zéro que des 70%. Et ça, tout le monde le ressent d'une certaine façon. Je vais me permettre de l'illustrer avec un exemple précis. Alors, on va prendre un exemple. On va imaginer un jeune couple. On va dire, la dame s'appelle Marie, le monsieur s'appelle Joseph. Donc on va imaginer un jeune couple qui décide de se marier, de consommer le mariage, de faire ce qu'il faut pour avoir un enfant, et qui dans ce projet de vie vont être à la recherche d'un logement. Et donc là, j'ai fait le choix, j'ai été sur un site d'annonce immobilière, j'ai pris un logement avec 2 chambres, on va dire, une chambre pour les parents, une chambre pour les enfants. Donc évidemment, je pose l'hypothèse que Marie et son mari Joseph ne vont pas avoir des jumeaux. Donc, j'ai pris ce logement à 730 000 €. Alors évidemment, j'aurais pu prendre des logements plus grands, plus petits, plus chers, moins chers, mais peu importe. Ce qui compte, ce n'est pas évidemment les chiffres précis, mais les ordres de grandeur. Donc, dans les conditions actuelles de normes macroprudentielles et ce que font les banques, on va demander à ce couple généralement 10% d'apport, donc un peu moins de 75 000 €. Et avec des taux d'intérêt qui sont autour de 5% sur 25 ans, ce couple va avoir un remboursement mensuel de l'ordre de 3 850 €. La pratique veut que le taux d'effort des gens, c'est-à-dire la partie de leur revenu net consacré au remboursement de leur emprunt, ne doit pas dépasser 40%. C'est ce qui se pratique. Et à ce niveau-là, cela suppose que ce couple dispose d'un revenu mensuel net, je dis bien net, de l'ordre de 9 000 €, un peu plus de 9 000 €, et donc un revenu annuel net d'un peu moins de 120 000 €. Il faut savoir, et ça c'est très important, que d'après les statistiques officielles, c'est un rapport fait par le Conseil économique et social, il n'y a au Luxembourg que 30 000 ménages à peu près, imposés collectivement, c'est-à-dire imposés en classe 2, donc pacsés ou mariés, qui disposent d'un revenu de cet ordre-là, c'est-à-dire en fait qui disposent d'un revenu net de l'ordre de 116 000 € ou supérieur. 30 000 ménages sur l'ensemble des ménages en classe 2, c'est-à-dire à peu près 25% des ménages en classe 2. Et donc, en posant l'hypothèse toute simple que les nouveaux ménages
aurait la même distribution que l'ensemble de la population, ça voudrait dire qu'il n'y aurait que 25% des ménages imposés collectivement qui ne sont pas encore propriétaires, si on avait exactement la même distribution au niveau des revenus, qui pourraient s'offrir ce logement. Concrètement, cela veut donc dire que, je le redis, tout le monde le sent, et cet exemple le prouve, que concrètement, la fraction de la population qui est classe moyenne, qui n'est pas encore propriétaire, ou qui arrive dans le pays, et qui peut intégrer pleinement cette démocratie de propriétaire dans les conditions actuelles de prix et de taux d'intérêt, est vraiment très faible. Et donc, ce ménage, on va rester sur lui, qui potentiellement n'a pas les moyens de s'offrir ce logement, qui n'a pas les moyens de devenir propriétaire, donc évidemment, il va avoir toute la frustration de classe moyenne qui vient avec, va se reporter sur le marché locatif, parce qu'il doit quand même avoir un toit sur la tête. Et là, le problème, c'est que l'offre locative au Luxembourg, en réalité, est très faible. C'est-à-dire, en réalité, au Luxembourg, il y a très peu de logements à louer pour une raison très simple, c'est que c'est une démocratie de propriétaires. Donc, c'est le pendant de la chose. Donc, il y a très peu de logements à louer, ça c'est une réalité. La deuxième chose, c'est que les logements locatifs sont très concentrés, notamment sur le territoire de Luxembourgville et aux alentours. Donc, en fait, c'est les endroits où le prix de location au mètre carré sont les plus chers. Sur les derniers trimestres, il y a eu une chute très marquée de l'investissement locatif. Donc, l'offre locative, là encore, il y a un lien avec ça. Et puis aussi, et peut-être même surtout, il est observé sur les derniers mois que les loyers demandés pour les locations ont eu tendance à significativement augmenter, ce qui est d'un côté cohérent avec le fait qu'il y a de l'inflation, et je me permets aussi de le dire, qui est aussi cohérent avec le fait qu'il existe une loi dans ce pays qui encadre les loyers sur laquelle tout le monde s'assoit, je ferme la parenthèse. Et donc, ce couple se trouve d'une certaine façon pris un sandwich, comme la crème dans les bonbons Oreo. D'un côté, il ne peut pas vraiment devenir propriétaire, et de l'autre côté, il se retrouve face à un marché locatif qui est, on va dire, pour le moins tendu. Et donc, tous ces ménages de classe moyenne sont évidemment tendus eux aussi et sont sous pression. Et ça, je crois que ce que je dis là, c'est des choses connues en réalité, mais ces chiffres-là, ces réalités-là permettent, on va dire, de l'expliciter, le point de vue des ménages aujourd'hui, du point de vue de l'abordabilité. Je ne parle pas du fait qu'il y a un nombre de logements locatifs abordables, logements en main publique qui est de toute façon rikiki, donc ce n'est pas ça qui, dans l'offre actuelle, pourrait faire une différence. Donc ces ménages-là, qui aspirent à devenir propriétaires, ne peuvent pas l'être aux conditions de marché actuelles. Et devenir locataire, ce qui est donc l'alternative, se fait aussi sous pression. Comme j'ai dit, la classe moyenne est sous pression, c'était le titre de la slide. Voilà donc ce qui peut être dit de ce côté-ci pour les ménages. Maintenant, l'autre versant, si on veut dire quelque chose sur le marché immobilier. Alors, là, c'est très simple en fait. Un marché, vous avez des offres, vous avez des demandes, vous avez des quantités, donc des transactions, en l'occurrence sur le marché immobilier, et puis vous avez des prix. Alors là, j'ai mis tout en base 100 pour des raisons de simplification. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que entre le premier trimestre 2020 et le premier trimestre 2023, au moment où je fais cette présentation, les dernières statistiques disponibles s'arrêtent là. En fait, il y a eu une augmentation des prix immobiliers de l'ordre de un peu plus de 20%. Entre le premier trimestre 2020 et le premier trimestre 2023, le prix du mètre carré est passé, de mémoire, quelque chose de l'ordre de 7 000 à 8 500 euros en moyenne. Bon. Sauf que dans le même temps, les transactions, c'est-à-dire en fait le nombre de logements échangés, le nombre de logements vendus, neufs, VFA et anciens compris, en fait, on est passé sur un niveau de transaction qui a chuté de plus de 60%. C'est-à-dire, en fait, sur le premier trimestre, il y a eu seulement 800 transactions au niveau des appartements, un peu plus de 400 au niveau des maisons. Donc, ce qui fait que sur un marché où il y a 250 000 logements, il y a eu sur le trimestre seulement 1200 transactions d'appartements et de logements. Alors, du point de vue de l'économie et du point de vue de l'économie, ce que ça veut dire concrètement, c'est que évidemment le marché immobilier est à l'arrêt, mais ce que ça veut dire aussi, c'est que les prix immobiliers aujourd'hui ne veulent pas dire grand-chose en fait. Parce que si vous avez aussi peu de transactions, le signal qui est censé dans un marché envoyer un prix, en fait là le signal n'a plus de sens. Parce que quand vous avez un niveau de transaction qui représente 0,5% sur un trimestre de l'ensemble de la masse d'actifs, en fait, à la question aujourd'hui, quel est le prix du mètre carré au Luxembourg, une réponse qui n'est pas si mauvaise que ça, c'est de dire, oh ben, il n'y en a plus vraiment, il n'y en a pas, parce qu'il y a tellement peu de transactions que le prix ne veut pas dire grand-chose. Bon.
Et donc ça, c'est sur le marché qui est à l'arrêt, les transactions qui patinent, et il y a une dimension de cette histoire de marché à l'arrêt qui est très sombre, sachant que c'est une dimension qui est fondamentale pour l'économie luxembourgeoise, c'est ce qui se passe sur les VFA, les constructions neuves, et qui est donc en fait qui a pour pendant les autorisations de bâtir qui sont la même chose. Parce que, et ça, c'est quelque chose de vraiment très important. En fait, les transactions en général, c'est important, mais les transactions des logements existants, alors évidemment, ça permet à des gens d'avoir leur plus-value, ça permet à l'État d'engranger quelques revenus, mais pour le dynamisme du pays, pour la dynamique démographique du pays, les transactions dans l'ancien n'amènent pas nécessairement grand-chose. Parce que quand vous avez un logement qui est vendu à X, qui est vendu à Y, ben en fait, le stock de logements reste le même. Ce qui importe, c'est évidemment les logements nouvellement construits. C'est ça qui fait augmenter le stock et c'est ça qui permet d'accompagner le dynamisme démographique du pays. Et ce qu'on remarque, c'est que les transactions de VFA, eux ont chuté, elles ont chuté de l'ordre de 70%. C'est-à-dire que le nombre de nouveaux logements potentiellement ajoutés dans le stock de logements qui est déjà réputé plus ou moins sous-dimensionné est très faible et de plus en plus faible, sachant que le dynamisme démographique ne se dément pas. Il y a donc cet écart qui est en train de se creuser. Et en fait, on le voit concrètement aussi, au-delà du fait de le voir dans les transactions sur les logements neufs, mais on le voit aussi, on commence aussi à le voir de façon de plus en plus inquiétante dans le secteur de la construction. Sachant que le secteur de la construction, c'est vraiment une mamelle à laquelle tête l'attractivité du pays. C'est-à-dire, le secteur de la construction, c'est plus de 50 000 emplois, c'est quasiment autant d'emplois que le secteur financier, c'est 10% de l'emploi, et en temps normal, c'est-à-dire si on se remet juste en 2019, par exemple, il était souvent, tout le temps dit que le secteur manquait de main-d'œuvre. Or là, il commence à être dit qu'il y a des entreprises du secteur qui risquent la faillite, des intérimaires qui ne sont pas renouvelés, des gens qui potentiellement vont quitter le secteur parce qu'il n'y a pas d'activité, etc. Donc, un secteur qui en temps normal manquait de main-d'œuvre est en train potentiellement, avec le risque, de perdre de la main-d'œuvre qualifiée, très difficile à trouver, très difficile à renouveler, etc. etc. Donc ça, c'est pour brosser un tableau exhaustif, non, mais qui est quand même relativement complet, qui permet, si on devait résumer, de dire cela, que d'un côté, il y a des ménages qui sont très clairement sous pression, à la fois dans sa possibilité de devenir acquéreur, à la fois dans la possibilité de devenir propriétaire, à la fois dans sa capacité à devenir locataire. Vous avez un marché immobilier qui est à l'arrêt, pas loin d'être complet, et vous avez un secteur de la construction qui est mal orienté, qui bat un peu de l'aile. Donc, les défis, ils sont de taille, on va le dire comme ça. Les défis sont vraiment de taille, et donc bon courage aux politiciens et aux forces vives de la nation appelés à solutionner les problèmes qui sont franchement, à l'aune du logement, légion et nombreux, mais comme disait un juriste, ce n'est pas parce qu'il y a des règles aux échecs que les joueurs ne sont pas libres de leur stratégie. Et donc, je ne doute pas que les politiciens, les partenaires sociaux arriveront à trouver les solutions pour régler le problème ou pas. Voilà, merci beaucoup.